Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais pouvoir pousser un peu la voix parce que on n'a pas de micro, je ne sais pas comment ça marche pas en mon cas, je ne sais pas comment ça va faire pour que ça marchasse. Alors, nous avons ce soir la deuxième partie de la conférence qui avait été introduite déjà la dernière fois au mois de janvier par Christian Duterte, donc dans ce cycle qui est de pour thème passer par le travail pour répondre à la crise. Et nous étions donc ici dans un premier moment d'approche économique de l'affaire. La dernière fois, on s'est surtout intéressé à la question de l'analyse de la dimension industrielle de la crise, et aujourd'hui on va travailler sur l'enjeu d'analyser les choses à partir de la dynamique des services. Donc les services, l'industrie au service des services, façon de rejoindre la question industrielle, pas la lâcher, mais de la situer dans la perspective des services qui, à notre analyse, est la perspective dans laquelle on peut repenser un avenir pour l'industrie plutôt que pas. Avant de reprendre ce thème, juste un mot, puisque on voit que c'est une tête nouvelle, j'ai été rejoindre, ce dont on est très content. Et donc juste un mot sur le statut un peu de ces réunions et ce qu'on propose d'y faire, et que chacun comprenne un peu le sens de cet échange. Altevis organise depuis maintenant plusieurs années un cycle de conférences avec des thèmes qui organisent une succession se faisant présentation de façon à faire vivre d'abord ce que nous on apprend, ce que l'on comprend et ce que l'on espère échanger à partir de nos propres actions dans les interventions que nous menons de qualité de l'Artémis et à partir des postures qu'on a les uns et les autres aussi dans différents cercles. L'Artémis, ce faisant, je concrétise une dimension de recherche qu'on ambitionne à travers les interventions, et qui croise d'ailleurs l'idée que les interventions sont des questions de recherche. C'est très important parce que ça anime aussi une réflexion sur le métier même de consultant. Et pas simplement un métier où il essaierait de consommer ou d'appliquer ce que la recherche produirait de son côté. Et ça concerne une réflexion sur le métier même du chercheur aussi, qui, dans un rapport clinique au terrain, ne peut pas se dissocier des enjeux justement de transformation. C'est en transformant qu'on apprend les choses, c'est dans la façon dont on agit sur le monde que le monde nous est connu. Et c'est donc dans cette problématique de la manipulation, y mettre la main, qu'on peut espérer garder la main sur les affaires. C'est ça l'idée. Et là on a Paris, qui est à la fois théorique, épistémologique, méthodologique et politique. Et c'est le lien de tout ça qui est l'enjeu du projet intellectuel, et puis l'enjeu de ces rencontres que nous vous proposons, pour que, à partir de ce que nous apprenons et que nous faisons, on puisse échanger avec vous, qui faites plus ou moins la même chose ou à vos façons. Et la communauté ainsi que ça génère, communauté de pensée et d'action, c'est notre ambition politique, pour le dire d'un mot. Alors, incidemment, ça prend aussi la forme tout particulière d'un travail qui se fait en parallèle avec ces réunions, ces conférences, qui s'est donné comme thème pour le coup travail et politique, qui est venu à la suite du cycle qui l'année dernière nous réunissait sur ce thème travail et politique, et où à l'occasion des élections, on avait sollicité un certain nombre de courants politiques et syndicaux à venir raconter et expliquer ici comment ils pouvaient se saisir ou n'arrivaient pas à se saisir selon de la question du travail, de l'endroit où ils sont. Et transversalement à ça, occasion pour nous de discuter du travail du politique en tant que c'est un travail aussi. À la façon même dont, sur le management, on avait procédé, en passant par la question du management comme travail, pour s'intéresser à la façon dont le management s'occupe du travail. Donc il y a là un lien. Et ce cycle de travail politique se
succède en ce moment dans le cadre d'un dispositif où un certain nombre d'entre vous participent et vous avez bienvenus, et qui est un cycle où on se met en charge de travailler sur cette question de la relation travail, qui fera peut-être l'objet d'ailleurs de l'élaboration, enfin, de l'instauration d'une association qui peut-être prendra le relais de ça pour institutionnaliser cette perspective. Incidemment, je le dis aussi, ce thème sera un thème qu'on proposera au congrès de la SELF, la Société d'ergonomie de la française, en août, fin août, où on fêtera le 50e anniversaire de cette auguste dame, et où dans le cadre d'un symposium, on fera justement écho de cette question travail et politique. Là, un lien donc, qui cherche à trouver dans les scènes diverses le moyen de faire vivre cette question très essentielle. Voilà, cette introduction étant faite et chacun étant normalement maintenant à la même hauteur par rapport à nos affaires, je propose qu'on reprenne le fil de notre discussion. Donc je rappelle, dans le cadre d'un cycle qui s'intitule « Passer par le travail pour répondre à la crise », qui a donc démarré la dernière fois par une présentation de questions autour de l'approche, de la séquence industrielle de la crise. On va aborder maintenant la perspective servicielle qui s'offre d'ailleurs un peu comme une logique de sortie de crise. C'est pas rien quand même, hein, c'est ça. On n'est pas au courant. Voilà, Christian, c'est à toi. Alors, pardon, juste parce que comme tout le monde n'était pas là, ils ne savent pas que ça se passe de la façon suivante. Sa Seigneurie va parler 3 quarts d'heure, on fera en sorte que ça ne déborde pas trop. Puis nous aurons donc le moyen d'échanger entre nous. Et puis à 8h, 20h, il y a un buffet qui se dresse pendant qu'on cause à nous. Génial. Et vous êtes évidemment tous conviés de façon à ce qu'on se quitte bons amis après. Voilà. C'est à toi. Bien. Donc l'objet de cette discussion que nous voulons introduire aujourd'hui porte sur la place que pourrait avoir l'industrie dans le futur, à travers comme ça avec une hypothèse qui serait la suivante: mettre l'industrie au service des services. Ou un peu à l'image. J'ai entendu que dans l'histoire, on a pensé plutôt les services au service de l'industrie. On serait donc aujourd'hui invité à inverser cette proposition et à voir dans quelle mesure cette proposition peut tenir. Ce qui va nous conduire à réfléchir à de nouveaux liens entre l'industrie et les services, notamment à travers un modèle économique sur lequel nous travaillons maintenant presque 10 ans, qui a donné lieu à la création d'un club, c'est-à-dire le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Nous avons à Thémis impulsé un club en Ile-de-France, qui maintenant commence à se développer dans d'autres régions, qui s'intitule Économie de la fonctionnalité et développement durable. En d'autres termes, l'idée serait de voir comment, à travers ce modèle de l'économie de la fonctionnalité, peut se mettre en place de nouveaux liens entre l'industrie et les services, qui permettraient de stabiliser la dynamique industrielle en France en Europe sous certaines conditions, et surtout d'offrir de nouvelles perspectives au changement du travail. Alors, comme vous n'étiez pas tous là la dernière fois, j'ai quand même, je vais faire assez brièvement, mais malgré tout, résumer certains arguments de la conférence du mois de janvier, pour ensuite passer directement dans le sujet. Alors, la conférence du mois de janvier visait à donner un certain nombre d'arguments, de présenter un certain nombre d'arguments qui étaient tournés autour du thème suivant, l'impasse du modèle industriel. C'est pas l'impasse de l'industrie au sens strict du terme, c'est pas la disparition de l'industrie, c'est l'impasse d'une industrie qui continuerait à s'engager dans une logique industrielle. C'est aussi l'impasse de l'industrialisation des services. Alors, cette impasse du modèle industriel tournait essentiellement autour de 3 arguments. Je voudrais vous rappeler. Le premier argument, c'est le fait que l'industrie se met en mise en grande difficulté à la fin des années 70, au début des années 80,
par une situation nouvelle où la plupart, la quasi-totalité des marchés des biens manufacturés deviennent des marchés saturés, c'est-à-dire des marchés qu'on appelle matures, c'est-à-dire des marchés qui ne connaissent plus une forte croissance de la demande. Cela tient pour l'essentiel au fait que la plupart des ménages, peut-être 90, 92, 95% des ménages, sont équipés en télévision, automobile, tout ce que vous voulez. Et cette saturation des marchés industriels va transformer les formes de la concurrence, c'est-à-dire la nature de ces marchés va évoluer, ils vont se transformer en marchés de multi-équipements, plusieurs télévisions, plusieurs voitures, là, ou de renouvellement. Pour favoriser ce multi-équipement et ce renouvellement, il faut s'appuyer sur l'innovation. Alors le problème, c'est que ces marchés de multi-équipement et de renouvellement sont en fait des marchés qui sont très instables lorsqu'on met dans une perspective temporelle, alors que précédemment, la croissance de la demande était très stable. Donc marché très instable et sur des trends, alors c'est une expression économique un peu, voilà, sur une tendance générale qui est très faible, voire zéro, voire négative. Et dans une situation où le trend de croissance est faible, très faible, eh bien, l'introduction des nouvelles technologies provoque structurellement et constamment une réduction des emplois manufacturiers. En d'autres termes, l'introduction des nouvelles technologies informatiques dans le monde industriel à partir des années, début des années 80, 83, 84, ce qu'on appelait la robotique, l'introduction de la robotique ne va pas du tout permettre un redéploiement de l'industrie, va accompagner, on va dire, son déclin en matière d'emploi. Et on est confronté à un premier paradoxe, c'est que si les entreprises industrielles ne s'engagent pas dans des logiques d'automatisation pour s'adapter à l'évolution des marchés, eh bien elles perdent en compétitivité et elles risquent de disparaître. Et si elles s'engagent dans des logiques d'automatisation, c'est-à-dire dans des logiques où elles vont rendre flexible leur système productif pour réaliser des produits variés, elles peuvent rester en place, voire avoir un certain devenir, mais parallèlement, elles perdent des emplois, elles contribuent à la réduction de l'emploi. D'une manière indéfectible, on voit depuis ces années 80 une perte d'emploi, des emplois de fabrication et des emplois manufacturiers. Paradoxe. Si on n'automatise pas, on disparaît. Si on automatise, on fait perdre des emplois. Deuxième problème et deuxième paradoxe, c'est le fait que c'est la façon dont a été abordée la question de la globalisation. Et en particulier, il y a beaucoup d'aspects à la globalisation, mais en particulier l'espoir qu'a pu susciter les nouveaux marchés, les marchés des pays émergents. En d'autres termes, ces pays émergents étaient perçus, lus comme des nouvelles occasions de développer les exportations et à travers ces exportations de donner un relais de croissance à ces entreprises industrielles qui avaient énormément de difficultés à vendre leur production. Mais en même temps, cette logique d'exportation et le développement des formes de la globalisation conduisait inévitablement à des logiques de délocalisation ou d'installation, de développement d'installations productives dans les pays émergents comme dans d'autres pays. Et l'installation de ces nouvelles installations, eh bien, est amenée à se retourner ensuite contre l'industrie et leur marché, y compris dans les pays développés. Deuxième paradoxe, c'est-à-dire s'appuyer sur la globalisation et la question des exportations pour donner des débouchés aux industries et en même temps, parallèlement, eh bien, processus de délocalisation, voire retournement de la production des pays émergents vers les pays développés et concurrence de plus en plus intensive, ce qui ne permettait pas de rien de résoudre la question de la saturation des marchés saturés en Europe et dans les pays développés en général. Il faut bien comprendre que cette délocalisation, elle n'est pas seulement induite par la question des coûts salariaux. Certes, les différences de coûts salariaux accélèrent ces processus, mais en réalité, l'industrie, notamment l'industrie moderne, a besoin
proximité avec la consommation, avec les consommateurs. Et quels que soient les propriétaires de cette industrie, eh bien, le développement du Brésil, de la demande au Brésil, de la demande en Chine, de la demande ailleurs, ne peut que s'accompagner du développement des installations industrielles dans ces pays-là. Certes, les coûts du travail est quelque chose qui accélère le processus, mais même s'il y avait des coûts du travail après, eh bien, inexorablement, le processus industriel, les installations industrielles, la production industrielle, seraient amenées à se développer principalement dans ces pays émergents et pas du tout dans nos pays. Deuxième paradoxe. Troisième paradoxe, la question de la financiarisation de l'économie a conduit à une circulation extrêmement forte des capitaux au niveau mondial. Et en même temps, on assiste à une perte de pouvoir d'agir des États nationaux, mais pas seulement des États nationaux, du niveau de l'Europe, voire des formes de pouvoir public infranational, comme par exemple les régions. Grande difficulté pour le pouvoir public à infléchir les logiques entrepreneuriales et les logiques industrielles. Très grande difficulté, avec comme ça un rapport de force qui s'est, ou un rapport entre, on va parler de rapport de force, mais plutôt un rapport entre les entreprises et les territoires qui s'est transformé d'une manière très radicale entre les années 60-70 et les années 90-2000. Les entreprises industrielles étant finalement en capacité de capitaliser les ressources que pouvaient apporter les territoires, l'ensemble des externalités positives, et à mettre de côté la question des externalités négatives, c'est-à-dire les effets négatifs de leur dynamique sur les territoires locaux, finalement à se détacher de l'intérêt qu'ils avaient vis-à-vis du développement local. Forte autonomie entre le développement des entreprises industrielles et ces grands groupes industriels et le développement local. Donc là, un troisième élément, c'est que la financiarisation a provoqué, derrière la globalisation, la dimension financière, a provoqué une perte de capacité d'agir des États et des institutions territoriales de la région sur ces entreprises industrielles. Alors, peut-être dernière remarque, dont je n'avais pas parlé la dernière fois, mais qui permet de revenir, c'est que, juste pour vous alerter, c'est pas parce que la place de l'industrie diminue dans la dynamique économique que le volume des produits industriels, des marchandises diminue. Ces marchandises augmentent. C'est-à-dire le nombre de voitures augmente, le nombre de télévisions augmente, le nombre de produits manufacturés augmente dans leur usage. La place de l'industrie dans la dynamique économique n'est plus du tout la même, mais dans l'usage des produits que ont les ménages, une croissance très importante du volume des produits, du volume physique de produits fabriqués et vendus. En d'autres termes, si vous voulez, il ne faut pas confondre ici la place de l'industrie sur un plan économique et le fait que les produits industriels dont on aurait la consommation diminueraient. C'est l'inverse. Donc on arrive à ici un troisième problème, ce qui est une crise écologique. C'est-à-dire que le processus industriel est confronté, cette fois-ci, en plus de la crise sociale, à une crise écologique, c'est-à-dire au fait que les gains de productivité industrielle associés d'un côté aux nouvelles technologies d'information et de l'autre à l'intensification du travail industriel permettent d'obtenir un plus grand nombre de produits, un usage plus grand de ces produits, et avec la crise écologique qui est derrière, qui est très importante, on va le voir. En d'autres termes, pour conclure cette phase, eh bien, la dynamique dans la logique, le modèle industriel, la logique industrielle, provoque dans la phase actuelle, conduit dans la phase actuelle à une crise d'ordre écologique et une crise d'ordre social. J'essaie de simplifier au maximum la crise d'ordre social. Je dirais, pour ceux qui ont un emploi, cette crise sociale s'exprime par une dégradation considérable de la santé au travail. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, tous les inconvénients
que représente la situation de sous-emploi. Alors, je ne vais pas être trop long parce que ce sont des points que j'avais longuement argumenté la dernière fois, mais malgré tout, je vais revenir sur ces éléments-là pour vous redonner, en tout cas ceux qui ne sont pas venus, le point de départ sur ce que j'avais appelé l'impasse du modèle industriel. Alors maintenant, si c'est une impasse du modèle industriel, ça ne veut pas dire une impasse de l'industrie comme activité. Peut-être que l'industrie doit changer de modèle de développement, changer de modèle d'organisation, changer de modèle de compétitivité, on pourrait dire. En d'autres termes, la question qui reste posée, ce n'est pas la désindustrialisation. La désindustrialisation, c'est une expression négative qui, de mon point de vue, ne donne peu de perspective. La question qui est posée, c'est quel devenir pour l'industrie? Et quel rapport entre l'industrie et les services? C'est sur ce deuxième point, sur cet aspect-là, que j'aimerais concentrer maintenant l'essentiel des arguments soumis à votre critique et à la discussion. Encore une fois, pour prendre l'introduction que j'ai faite, la question qui est posée, ce n'est pas la disparition de l'industrie. La question qui est posée, c'est la question de renouveler les liens entre l'industrie et les services. Et nous pensons que cet enjeu se pose dans une perspective qui inverserait les liens historiques, c'est-à-dire mettre l'industrie au service des services. Cette question, comment le faire? Quelle perspective? À travers quel modèle entrepreneurial? Alors, le premier aspect, il y a 3 points que je vais développer là. Le premier aspect, c'est que, pour dire que le mouvement est déjà en cours. Objectivement, le mouvement est en cours. On constate dès les années 80 que les entreprises industrielles ont tendance non seulement à mobiliser de plus en plus de services dans leur activité, mais ils ont tendance à réaliser de plus en plus, à produire de plus en plus de services associés aux biens. C'est toute une série de services qui vont de l'assurance, des services financiers à la maintenance, à la logique de transport, etc. Quelquefois à la formation de l'usage des biens. Mais c'est donc une possibilité ici, oui, déjà un mouvement engagé, et vraiment depuis longtemps, dès les années 80, d'associations services-produits. On constate, en tout cas à la fin des années 80, début des années 90, qu'un certain nombre d'entreprises industrielles basculent d'une situation où elles réalisent principalement des biens, secondairement des services, basculent, elles inversent leur logique de développement. Elles produisent principalement des services, secondairement des biens. Alors on le voit aussi dans des très grandes entreprises, dans des petites entreprises. L'exemple le plus frappant, c'est IBM, qui a complètement, qui est un producteur d'ordinateurs, qui a lâché à un moment donné complètement la production d'ordinateurs, se concentrer sur les services de conseil, de conception, de dispositifs informationnels et numériques. C'est certainement un des exemples les plus frappants. Très très grande entreprise industrielle, très rapidement, d'un côté, augmente ses services vis-à-vis des biens, et puis d'un coup lâche les biens pour se concentrer sur les questions des services. Mais il y a toute une série de PME, des PME que je connais assez bien dans le Nord, Pas-de-Calais, qui ont eu des itinéraires proches, par exemple, une entreprise de tubes que j'ai appelée T pour l'instant, parce que finalement, je voulais être resté discret, c'est pas très grave. Au lieu de vendre des tubes pour les fluides et les usés, etc., et fabriquer ces biens qui se réalisent sur la base de plastique, des choses simplement, avec finalement une valeur ajoutée qui a tendance plutôt à diminuer. Ces entreprises ont commencé à développer des systèmes de conception de la circulation des fluides, et a fait de la conception et de l'accompagnement des entreprises à propos des fluides leur activité principale, avec secondairement une façon de concevoir ensuite leurs produits d'une manière renouvelée, fondée sur l'expérience de leur activité de service.
Ici, cette fois-ci, c'est l'inversion. Ça ne disparaît pas complètement les ateliers de production, mais ces ateliers de production deviennent secondaires par rapport à l'activité de service. Et l'activité de service, l'expérience qui est acquise dans cette activité de service, est remobilisée pour transformer la conception et derrière la production des tubes. Et vous voyez tout d'un coup quelque chose qui s'inverse du point de vue de la logique. On a l'entreprise, autre entreprise assez connue, certains d'entre vous connaissent cet exemple, parce que c'est une entreprise très grande, Xerox, qui elle mène plusieurs modèles parallèles les uns des autres. Production industrielle de biens, on va dire classique entre guillemets, c'est-à-dire photocopieuse, vous connaissez ce que fait en Xerox. Et parallèlement à cette activité, s'est mise en place ensuite une activité de service associée. Dans les années 90, ils ont basculé. Au lieu de vendre les produits, ils ont commencé à les louer. En les louant et en mettant à la disposition, c'est pas les ménages qui utilisent ça, c'est plutôt les entreprises ou les administrations, en mettant à la disposition des entreprises ou des administrations l'usage des biens derrière leur maintenance, d'un coup il y a une inversion de la question. Et on pourrait dire que c'est le service que provoque l'usage de ces biens qui étaient vendus. Et puis, troisième modèle, Xerox poursuit cette évolution, cette fois-ci en prenant en charge la circulation des informations, des données et des informations internes aux entreprises. C'est-à-dire le système de documentation de l'information dans l'entreprise. Et là, tout d'un coup, vous avez un déplacement des services vers quelque chose de plus immatériel, c'est-à-dire l'information, la pertinence de cette information, la pertinence des conditions dans lesquelles elle est accumulée, puis communiquée dans les services adéquats, internes à leurs clients. Vous avez un troisième modèle qui se met en place, encore plus serviciel que les précédents. Donc vous avez un mouvement en cours. J'ai pris ces exemples-là, mais bon, nous devons savoir quand même, à travers Artemis qui est créé depuis 12 ans, nous devons savoir une expérience importante d'intervention dans le milieu industriel. Et on voit de plus en plus certaines entreprises s'intéresser à ce nouveau modèle. Ce qui nous a invités à essayer de les comprendre, peut-être aussi de les systématiser, et de voir comment et à quelles conditions ces nouveaux modèles qui émergent seraient en capacité, cette fois-ci, de répondre à de nouvelles exigences ou à des exigences importantes relevant du développement durable, c'est-à-dire les exigences écologiques, d'un côté, les exigences sociales, et enfin offrirait la possibilité de donner un avenir au travail différent de celui que l'on a pu connaître depuis plus de 40 ans maintenant. Alors, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence à travers ce modèle de l'économie de la fonctionnalité. Alors ce modèle se présente, selon nous, à travers deux stades, deux étapes ou deux stades, qui n'ont pas exactement le même impact, qui n'ont pas la même dynamique, mais qui sont tout à fait intéressants à remarquer, à prendre en compte l'un et l'autre. Le premier stade, je dirais, c'est le passage à l'industrie-service classique, c'est-à-dire le fait que les entreprises industrielles deviennent des entreprises de service, les biens n'étant que des supports de leur activité de service. Il faut donc, au lieu de vendre les biens, vendre le droit de propriété du bien, le droit d'usage du bien, au contraire, le droit de propriété, pardon, on va vendre le droit d'usage, on va les louer. On va les louer, on va essayer, en les louant, de les associer à une performance d'usage. L'exemple que vous avez peut-être déjà lu dans des journaux, dans des articles scientifiques ou dans des ouvrages, c'est l'exemple de Michelin. Michelin qui, au lieu de vendre à des flottes d'autocars ou de transport poids lourds des pneus, ont commencé à louer leurs pneus. C'est-à-dire, au lieu de les vendre, donc, ils gardaient la propriété du pneu. En le louant, ils ne faisaient pas que le louer, ils associaient en même temps un certain nombre de services, de telle manière que l'usage qui était fait des pneus puisse être le plus efficient possible,
de telle manière que d'un côté, ils réduisent les externalités négatives en matière environnementale, notamment l'usage du caoutchouc, réduisent les effets de CO2, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles ces pneus étaient utilisés lors du déplacement des autocars ou des camions. Deuxième aspect. Et troisième aspect, en fait, diminue aussi le niveau d'accident. Alors, je n'ai plus l'expression en tête, mais des accidents, un taux d'accident des conducteurs. Alors, comment c'est pris Michelin? Au lieu de vendre, il louait, et associé à cette location des services de maintenance, parce qu'il fallait gonfler les pneus au bon endroit, au bon moment, des services de formation à l'éco-conduite, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il faut conduire pour réduire la consommation de l'usure des pneus. Et troisième point, l'éco-conduite permettant aussi d'envisager des conduites en sécurité qui évitent les accidents au-delà de lui. L'autre aspect de ce modèle, c'est que les pneus restant la propriété de Michelin, Michelin a commencé à réfléchir sur le plan technologique, à mettre au point à la fois de nouvelles technologies et des conditions de fabrication des pneus pour allonger la durée de vie des pneus et trouver les moyens de les recycler, ce qui était une vieille technique de rechapper les pneus, mais qui était cette fois-ci systématisée, réaméliorée et inscrite dans leur modèle. Généralement, ce n'était pas les industriels eux-mêmes qui rechappaient. Voilà un exemple d'entreprise qui est passée, si vous voulez, de la vente d'un bien à la vente d'un service adossé à un usage. Et vous voyez qu'à travers cette question, en fait, se jouent plusieurs points tout à fait intéressants. Premier point, ce passage permet, sur le plan écologique, de prendre en charge certaines externalités négatives, l'effet de CO2, et à travers la question du recyclage, ce qu'on appelle quelquefois l'économie circulaire, la capacité de faire appel de manière moins importante aux ressources naturelles. Ça, c'est un premier point. Les conditions dans lesquelles ce modèle économique prend en compte les enjeux environnementaux du développement économique. Le deuxième aspect tout à fait intéressant, c'est aussi le fait que ce modèle conduit à trouver des formes de coopération renouvelées avec les clients qui a une incidence sur le travail des conducteurs. Et donc il y a ici une possibilité, vous voyez, de revenir sur les conditions dans lesquelles les conducteurs travaillent. Et là, ça a une incidence de remise en question de l'organisation du travail des conducteurs, de la qualité du travail qui est développée et d'une possibilité de remettre en cause forme d'organisation du travail, vous connaissez comme pas toujours excellente dans le milieu du transport collectif et du transport de marchandises routier, marchandises. Voilà les points sur lesquels je voulais intervenir, que je voulais préciser à propos de ce premier niveau de modèle. On appelle ça le stade 1 parce que d'une certaine manière, c'est le stade le plus facile pour les entreprises industrielles, le plus rapide à la portée des entreprises industrielles, dans la mesure où ça ne change pas leur système client, pas beaucoup. Ils restent toujours avec un client. Ça change les conditions dans lesquelles sont contractualisés, ça change les conditions dans lesquelles les Michelin coopèrent avec ses clients, ça change le de coopération avec les clients, mais ça reste encore dans une logique qui ne transforme pas, je dirais, de manière plus profonde, la dynamique économique de l'entreprise. Alors, il y a un deuxième modèle qui nous intéresse encore plus, je dirais, même si ce premier modèle est tout à fait intéressant. Alors, juste à propos du premier modèle, j'ai pris l'exemple de Michelin parce que c'est certainement des choses que vous avez déjà entendues, ça me permet de parler plus rapidement, et nous constatons que c'est un modèle qui commence à se développer, y compris dans des petites entreprises, voire des très petites entreprises. C'est pas du tout un problème de taille. Il y a des PME qui s'engagent dans cette logique-là, voire des TPE qui s'engagent dans cette logique, et c'est tout à fait intéressant de le remarquer. Alors,
l'autre stade, le stade qu'on appelle 2 là, dans notre jargon, qui porte toujours le nom d'économie de la fonctionnalité, va transformer plus profondément les rapports inter-entreprises et les rapports aux clients, dans la mesure où cette fois-ci, ce qui va être vendu, c'est une performance d'usage, cette performance engageant de manière très précise le bénéficiaire de la solution, c'est-à-dire le client ou le système client. Alors dans ce deuxième stade, si vous voulez, on voit se développer des nouvelles logiques qui vont élargir le périmètre de l'activité de l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement de les louer ou de vendre des voitures, de les louer, ça ne sera plus pas de vendre des bicyclettes, de les louer. Il n'est pas simplement de passer de la vente à l'usage comme ça, mais c'est de considérer cette fois-ci plus profondément l'enjeu qu'il y a derrière l'usage du bien. En d'autres termes, par exemple, quand derrière les automobiles, l'enjeu c'est la mobilité, et pas simplement l'automobile. Ou l'enjeu derrière une bicyclette, ou voire même le métro, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire c'est un ensemble de questions qui préoccupent les ménages comme les entreprises, qui est d'un autre ordre, qui est d'un ordre plus complexe. Ce changement de périmètre, on appelle ça d'entre nous, de ce saut systémique, ce saut, la façon dont on pose les problèmes, on passe d'un bien relevant du transport à la mobilité. Ce saut a comme grand intérêt de pouvoir prendre en charge un nombre significatif d'externalités négatives, environnementales ou sociales, et surtout de les prendre en charge pas vis-à-vis d'un territoire. Ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième aspect va remettre la question territoriale et les rapports territoire-entreprise au cœur du dispositif. Par exemple, lorsque l'on cherche à concevoir un nouveau dispositif de mobilité, alors je vais prendre l'exemple sur lequel je suis, qui est la région de Lille, l'agglomération de Lille. L'enjeu qui est derrière, le passage de transport-mobilité, vente de biens de transport à vente d'une offre de mobilité, c'est en capacité de donner une réponse à l'agglomération lilloise qui a deux immenses problèmes. Un problème d'embouteillage considérable qui fait que l'accès en centre-ville devient extrêmement long et coûteux, puisque dès que vous n'êtes pas en centre-ville, eh bien, vous mettez 1h30 quand vous êtes autour de 9h30, 10h du matin à Lille, vous mettez 1h30 pour arriver en centre-ville. Donc c'est coûteux. Bien entendu, derrière les embouteillages, ça a des effets de CO2 et ça a des inégalités sociales parce que plus vous êtes loin, plus vos revenus sont faibles, plus vous êtes loin du centre-ville, plus vous êtes coûteux pour vous y rendre. Problème central, un problème considérable de l'agglomération de Lille, qui a des conséquences pas seulement sur les ménages, sur les entreprises elles-mêmes, sur les difficultés de faire du centre lillois un centre intéressant pour les sièges d'entreprise, difficultés pour les échanges interindustriels, donc pas simplement un problème des ménages, aussi problème de développement économique de l'agglomération et derrière de la région. Si vous restez dans une logique industrielle, dans laquelle la question de la synchronisation des usages des biens est renvoyée aux usagers, que ce soit les personnes ou les entreprises, vous n'avez qu'une capacité à régler l'ensemble des dysfonctionnements qui sont posés par l'intermodalité des systèmes de transport et aucune capacité à infléchir durablement les problèmes qui se posent en termes d'embouteillage. Il s'agit donc de poser le problème autrement et de revenir immédiatement à avoir une pensée sur la mobilité. Et avoir une pensée sur la mobilité, c'est organiser une offre qui va intégrer les différents systèmes de modalités de transport et qui va non seulement intégrer les différentes modalités de transport, mais qui va les intégrer dans une forme qui va permettre de résoudre la question de l'embouteillage et dans une forme où la valeur servicielle apportée par les temps de transport croît. Ça demande une modification substantielle de l'organisation des entreprises les unes avec les autres,
du rapport entre les entreprises et les territoires. Et ça demande donc que se mette en perspective un nouveau modèle, vous voyez, qui cette fois-ci a pour finalité, pour viser la mobilité et pas l'usage du bien. C'est-à-dire un usage systémique et pas l'usage des biens séparés les uns des autres. Alors ce point est particulièrement pour nous intéressant parce que le fait de s'engager, alors certaines entreprises dans la région lilloise s'engagent dans cette perspective, avec plus ou moins de succès, on en reparlera dans la discussion, et s'engagent dans cette perspective ça les amène à engager des logiques de coopération avec d'autres acteurs de manière très très différente, qui met à distance la concurrence telle qu'on la connaît, qui engage des logiques de coopération sur le long terme, qui engage des logiques de coopération avec les territoires, qui exige le fait que entre usagers et producteurs, eh bien, de nouvelles formes aussi de coopération se mettent en place, qui puissent être évaluées, et qui aillent dans le sens de la solution visée. Alors, ce deuxième stade, on le voit, ce deuxième aspect de l'économie de la fonctionnalité, vous voyez, cette fois-ci, qui change le périmètre de l'activité, qui provoque des nouvelles formes de coopération entre entreprises et entre entreprises territoires. On le voit émerger sur les sujets de la mobilité, sur les sujets de la santé, très important, sur le sujet de l'habitat, autre troisième domaine extrêmement important, sur le domaine de la question de la sphère des connaissances, très important. Et vous voyez, ici, ce qui se joue, ce n'est plus des logiques sectorielles. Alors, pour quelqu'un comme moi, ça va beaucoup déboussoler, parce que moi, je suis un économiste qui s'est d'abord intéressé aux logiques sectorielles. Je suis bien embêté avec les copains. Parce que là, c'est l'inverse. Hein. C'est les logiques intersectorielles qui permettent de construire des solutions. Ce qui d'ailleurs met un peu en difficulté les fameux pôles de compétitivité et la logique est derrière lorsqu'elle s'organise d'une manière sectorielle. Et par exemple, dans la région lilloise, on a un gros souci parce qu'on a un pôle de compétitivité sur le ferroviaire à Valenciennes. Avec le ferroviaire, on n'est pas dans la mobilité, je peux vous dire. Parce que la façon dont on pense le ferroviaire n'a plus rien à voir avec la façon dont on peut innover dans le matériel, dans l'équipement ferroviaire, n'a rien à voir si on pense ferroviaire et vente d'équipements ferroviaires ou si on pense mobilité. On a un gros débat dans la région aussi, Nord-Pas-de-Calais, sur la question des voitures électriques. Parce que la voiture électrique, pensée comme substitution à la voiture, ça donne une certaine conception de la voiture électrique et un certain type de production de la voiture électrique. Et si vous pensez à la voiture électrique inscrite dans une mobilité qui vise les objets que je viens d'indiquer, ce n'est pas le même type de voiture électrique, et pas la même façon de concevoir la voiture électrique, et les mêmes conditions dans lesquelles on va produire ces voitures électriques. Donc il y a deux gros débats en ce moment à propos de l'avenir industriel dans la région. C'est l'avenir de la voiture électrique. Je ne sais pas si vous suivez le débat à propos du Nord-Pas-de-Calais, mais c'est très très frappant. Alors on a un président de région qui s'appelle Percheron, qui est un fanat de la voiture électrique, et donc qui pose pas mal de problèmes en termes d'économie de la fonctionnalité. Et puis on a le pôle Borloo-Valenciennes, fanat du ferroviaire. Et alors là, de reste de logique industrielle fortement, de dynamique industrielle fortement marquée, qui va mettre, à mon avis, en péril les entreprises qui relèvent de ces secteurs. Alors, vous voyez ici, ce qui est en jeu, c'est à travers, c'est ce que j'appelle moi de sphère d'activité, c'est une capacité de penser les relations interindustrielles à travers des compétences qui sont complémentaires. Alors, il ne faut pas être trop long, je suis un peu long encore. François, ça va Non, ça va encore. Tu penses à tirer. Bon, alors, donc, vous voyez, il y a des comme ça, ce que j'appelle des sphères d'activité qui sont l'objet de mutations en ce moment économiques non négligeables, mais qui relèvent de logiques d'acteurs qui se vont ajouir de manière transversale à propos de la mobilité, à propos de l'habitat, à propos de la santé, à propos de la connaissance, oui, de l'information et de la connaissance, et bien d'autres sujets. Quelquefois, ça se donne dans des formes très menues. Je vais vous donner juste un petit exemple pour que vous voyez un peu la question.
une agence d'urbanisme et d'aménagement qui s'appelle l'Union dans la région lilloise envisage un nouveau quartier, qui est un écoquartier, dans lequel la question d'une nouvelle mobilité se pose, mais bien entendu, pour que la forme de la mobilité change, encore faut-il du temps. Encore du temps. Et donc, les transports en commun, les différentes formes de mobilité sont pas complètement installées, et les habitants ont besoin de continuer à utiliser leur voiture. On ne veut pas imposer des choses. Donc, ils sont confrontés au problème suivant: comment bâtir, concevoir des bâtiments et d'urbanisme qui, aujourd'hui, donnent de la mobilité grâce à la voiture, avec, demain, une mobilité qui va prendre d'autres formes, compte tenu du temps qui aura été nécessaire avec des installations de nouvelles formes de mobilité. Comment concevoir, en d'autres termes, des parkings qui, dans 3 ans, ne seront plus des parkings? Et qui, comme industriel, va pouvoir gérer des parkings qui, dans 2 ans, dans 3 ans, ne seront plus des parkings? Question très empirique, comme ça, question théorique extrêmement intéressante, politique extrêmement intéressante. Donc on est en train de travailler avec l'Union sur le dispositif organisationnel et économique, et le modèle économique, pour arriver à, en réalité, créer une nouvelle structure qui va prendre en charge les conditions d'élaboration de ce bâtiment un peu spécial, qui porte un nom un peu barbare que j'ai plus en tête là, je sais pas quoi, éco-parking, je sais pas, un truc de genre, éco-mob parking, ou un truc de genre, ou un truc encore inventé par des marketeurs. Bon, et dont l'objet, mais l'objet est très intéressant, l'objet c'est d'être un parking, et dans 3 ans, avoir une finalité qui est différente. Notamment, ce qui est envisagé, c'est de mettre en place là toute une série de services qui seraient justement des services à la mobilité. Et comment organiser cette transition? Alors, on va mettre en place ce qu'on appelle une SIC, je ne sais pas si vous connaissez ce statut, c'est les sociétés coopératives d'industrie collective, qui a le grand mérite comme statut d'entreprise de pouvoir associer des collectivités territoriales, des entreprises, des usagers, et d'autres encore, dans la façon de piloter l'objet qui est le leur. Voilà, autre exemple. Alors, je dirais, quels sont les problèmes que pose problème et en même temps, quels sont les enjeux, ou plus exactement les difficultés de passage à ce modèle de l'économie de la fonctionnalité stade 2. Alors, la première chose, c'est que ces modèles passent par des formes de coopération renouvelées, d'un côté avec les usagers finaux, de l'autre entre entreprises. Or, la question de la coopération, ce n'est pas la question de la coordination. Les entreprises ont l'habitude d'envisager, à travers l'histoire de la division du travail, les conditions dans lesquelles ils arrivent à redonner du sens par la coordination. Le management a l'habitude de coordonner, mais la coopération, c'est autre chose, parce que la coopération renvoie au contenu même du travail, c'est-à-dire, dans son travail, être en capacité d'écouter, d'entendre les conditions de l'autre, c'est-à-dire les conditions de l'usager ou de la personne avec qui on va travailler. Coopérer, c'est pas se limiter à son périmètre d'activité, c'est dans les choix de son travail, prendre en compte les problèmes que pousse son travail à l'autre. Et ça, bien entendu, c'est un changement du point de vue du contenu du travail, du point de vue du management du travail, assez considérable. Et c'est aussi l'occasion d'une mutation du travail tout à fait passionnante, parce que lorsque l'on s'engage sur les questions de la coopération, on se rend compte que le travail prend une épaisseur, un sens, qui est absolument différent de celui qui a pu naître du taylorisme ou du néo-taylorisme ambiant. Le deuxième point très important porte sur la question de l'évaluation. Vous voyez, la solution qui est proposée, mobilité, d'habitat, de santé, ces solutions sont des solutions qui engagent les producteurs, mais aussi les utilisateurs, les bénéficiaires. Je rediscutais hier, j'étais une soutenance de thèse sur l'économie de la fonctionnalité chez toi, à Nancy, là.
qui était une convention CIFRE entre EDF, avec un type, un étudiant qui était très bon, qui a accompagné EDF dans le processus des politiques d'accompagnement de la transformation des bâtiments, qui s'appelle la MDE, la maîtrise de l'énergie. Et dans cette thèse, on voyait très bien identifié la question de l'évaluation du confort que provoquait la solution apportée par EDF, pas seulement EDF, par le consortium EDF et les artisans du bâtiment, parce que, bien entendu, si vous avez un bâtiment parfaitement isolé et que vous ne faites qu'ouvrir vos fenêtres toute la journée, la consommation d'énergie ne tombe pas. Voilà. Il y a même peut-être tendance à augmenter. Donc, ce que les écologistes appellent l'effet rebond. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous avez une politique qui va isoler, qui va rénover votre bâtiment et permettre, à travers cette rénovation, diminuer sur le papier la consommation d'énergie, que la réduction de la consommation d'énergie va réellement se passer, parce que ça va dépendre du mode de vie, des façons dont les gens utilisent leur habitat, et en particulier les ouvertures. On voit bien que le rapport à la performance énergétique et derrière la performance de confort que provoque cette réhabilitation dépend de l'usage qui en est fait. Et il y a tout un problème ici d'évaluation des conditions d'usage pour arriver à accompagner les acteurs progressivement vers la performance visée par la solution. En d'autres termes, la question de l'évaluation devient une question centrale. Mais là, l'évaluation ne veut pas se limiter à la mesure. L'évaluation, ce n'est pas simplement les déclics normatifs donnés dans l'habitat par des capteurs qui vous disent « Attention, vous avez dépassé votre consommation d'électricité, attention, vous développez beaucoup de CO2 ». Ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'évaluation qui va porter sur des choses beaucoup plus immatérielles, l'évolution des comportements, l'évolution des formes de coopération. Et cette évaluation, ce sont des dispositifs, des processus qui n'ont pas grand-chose à voir avec la mesure, mais qui ont à voir avec quelque chose qui releverait d'un nouveau dispositif institué et institutionnel qui puisse prendre en charge le rapport à l'évolution de cette coopération, c'est-à-dire évaluer les formes que prend la coopération. Ça m'invite à dire qui est la troisième un peu condition du développement de ce modèle, c'est que ce modèle, finalement, appelle la mise en place de nouveaux dispositifs institutionnels qui concernent le travail, qui concernent la coopération et qui concernent, finalement, la dynamique entrepreneuriale. Alors, ces nouveaux dispositifs institutionnels, je viens d'en parler bien, c'est la question de l'évaluation. Mais bien entendu, cette évaluation, elle ne veut pas rester sans une évolution de la professionnalisation des salariés des entreprises participantes à la solution, c'est-à-dire du caractère professionnel de la coopération. Et ça demande de la mise en place de retours d'expérience, de retours entre pairs, de faire remonter l'expérience de l'usage vers l'entreprise et les services de conception. C'est donc ce dont je parlais à la dernière conférence, une inversion du système de l'innovation. À travers des formes de retour d'expérience, pouvoir s'appuyer sur l'expérience, on aurait dit ouvrière à l'époque, mais on va dire maintenant des salariés, dans l'activité, dans leur activité, faire remonter cette expérience pour être en capacité de faire évoluer les formes de la coopération et donc de se professionnaliser. Ce troisième point, troisième dimension des nouveaux dispositifs institutionnels, vous sentez bien que ces solutions n'ont de pertinence que si la valeur servicielle, c'est un peu conceptuel, un peu abstrait, la valeur que provoquent ces solutions croît. Donc ça demande à ce que les solutions soient en capacité, sur la base de l'expérience, de s'ouvrir à de nouvelles activités, c'est-à-dire d'accroître le périmètre de valeur qui est prise en charge. Et cette capacité d'accroître la valeur de la solution, la valeur d'usage de la solution, la valeur servicielle de cette solution, eh bien, ça passe par des nouveaux dispositifs d'innovation. Et ça demande de se dégager de l'innovation technologique, le primat de l'innovation technologique, le primat de l'innovation fondée sur les sciences expérimentales, et pour fonder cette fois-ci le primat de l'usage, et d'autre part le primat des sciences sociales et des sciences de l'homme, dans la façon dont
peut s'opérer de nouvelles logiques d'innovation. C'est ce que nous essayons dans plusieurs endroits de mener à travers ce que nous appelons les milieux innovateurs serviciels, c'est-à-dire des milieux innovateurs qui associent les centres de recherche en sciences sociales et en sciences humaines, avec aussi des sciences de l'ingénierie, mais on dirait dans un ordre qui est secondaire et qui, à travers la mobilisation de ces centres, met en lien avec ce qui est issu d'entreprises à propos d'enjeux qui ont été finalisés par des territoires. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la mise en place de nouveaux milieux innovateurs serviciels. Et c'est extrêmement important pour que cette logique économique puisse se développer. Alors, nous sommes très intéressés par ces éléments émergents. On les soumet à la discussion. De notre point de vue, c'est à travers ces nouveaux liens de logique industrielle, quoi plutôt d'entreprise industrielle ou d'activité industrielle, on devrait plutôt revenir à activité industrielle et activité de service, que c'est à travers ces nouveaux liens que l'on peut donner un avenir dans les pays comme un pays comme la France ou l'Europe, un avenir à l'industrie, et donc le reconstruire, mais cette fois-ci de manière positive et pas de manière défensive, et en redonnant un espace où la question du travail puisse être reconsidérée comme l'un des vecteurs d'une nouvelle forme d'industrialisation, au sens d'une nouvelle forme de lien entreprise industrielle ou activité industrielle et activité de service. Voilà, François.